La prise en charge d'un diabétique qui est nouvellement diagnostiqué, donc un diabète de type 2 de primo-découverte, et quelle approche thérapeutique on va adopter. Alors, c'est Mouni, avant de commencer. Et alors, pour commencer, vous savez que on vit une épidémie exponentielle pour le diabète partout dans le monde, mais surtout en Tunisie. On compte à peu près un Tunisien sur 4 adultes qui est âgé de plus de 25 ans qui est diabétique en Tunisie. La moitié, en fait, ne se connaissent pas être diabétiques. Alors, le diabète de type 2, ça nécessite en fait une prise en charge globale et optimale du patient. Et c'est une prise en charge qui doit être individualisée, c'est-à-dire une approche donc centrée sur le patient et non pas sur la maladie elle-même. Alors, selon le profil, selon le besoin, selon les préférences du patient, on associe différentes thérapeutiques, que ce soit médicamenteuses ou non médicamenteuses, avec des objectifs thérapeutiques qui sont personnalisés. Alors, les choses n'ont pas trop changé en Tunisie depuis la publication de Dr Leila Ben Salem en 2012. Il y avait à peu près un quart des Tunisiens qui n'atteignent pas leur objectif thérapeutique. Et puis, en 2023, la publication de professeur Mohamed Abid, toujours le quart des patients qui n'atteignent pas leur objectif thérapeutique. Alors, pour commencer, je veux vous rappeler juste les critères diagnostiques, puisqu'on parle d'un diabète qui est nouvellement diagnostiqué, je veux juste faire un rappel sur les critères diagnostiques d'un diabétique. Pourquoi je veux rappeler? C'est parce que parfois, on voit des patients qui font un seul bilan, et sur ce bilan, ces patients sont mis sous traitement, et après, ce sont des patients qui font par exemple, des hypoglycémies ou autres, et donc c'était le diagnostic qui était erroné. Alors, pour parler d'un diabète, il faut avoir, ce sont les critères de la DAL, donc c'est une glycémie à jeun qui est supérieure ou égale à 1,26 g par litre. Après, donc le bilan, je rappelle, c'est une glycémie veineuse, mais une glycémie capillaire, après 8 heures de jeûne calorique, ou bien une hémoglobine A1C qui est supérieure ou égale à 6,5%, ou bien une glycémie 2 heures après, donc une HGPO 75, donc 2 heures après l'ingestion de glucose qui dépasse ou égale à 2 g par litre. Et pour ces 3 bilans, il faut avoir 2 bilans pour confirmer le diagnostic, c'est-à-dire on va refaire le bilan. Et si on va refaire le bilan, on va demander soit le même test, c'est-à-dire si j'ai une glycémie à jeun, je vais refaire une glycémie à jeun, ou aussi je peux refaire un autre test, c'est-à-dire je peux demander une hémoglobine A1C ou je peux demander une glycémie 2 heures après HGPO. Alors pour moi, je demande surtout une hémoglobine A1C. Pourquoi? C'est pour la pratique, c'est ensuite ce taux d'hémoglobine A1C qui va conditionner la prise en charge thérapeutique. Et puis, pour certains patients les patients les jeunes aux urgences ou les jeunes au cours de la journée, voilà, qui seront hospitalisés, nous avons une glycémie qui dépasse 2 g par litre. Et on nous appelle souvent parce que c'est un diabète de primo-découverte, un patient qui consulte pour une glycémie qui dépasse 2 g par litre aux urgences. Est-ce qu'on va mettre le patient sous traitement ou non? Est-ce qu'on va confirmer ou non le diagnostic de diabète? Eh ben, là, les recommandations disent que le diagnostic de diabète, il est retenu lorsqu'on a des signes cardinaux associés. C'est-à-dire, si mon patient me consulte pour un syndrome pléuropolydipsique, les signes cardinaux de diabète qu'on connaît, avec une glycémie qui dépasse 2 g par litre, je retiens le diagnostic, je n'ai pas besoin de refaire le bilan et je peux instaurer le traitement. 2 grammes ou 2 grammes 2, il n'y a pas d'urgence à commencer surtout en postprandial, mais lorsqu'on a une glycémie un peu plus élevée, je peux commencer, mais de préférence, refaire le bilan à jeun pour
voir est-ce que l'hyperglycémie, c'est une hyperglycémie qui prédomine surtout sur les postprandiales ou elle a une hyperglycémie qui prédomine sur les glycémies à jeun. Alors, je vous rappelle aussi, pour l'hémoglobine A1C, l'hémoglobine A1C doit être faite avec une méthode standardisée, un GSP, et l'HPLC tout simplement. Alors, généralement, les laboratoires en ville ont la méthode standardisée. À l'hôpital Ibn al-Jazar, on a kif l'HPLC, mais par contre, dans les hôpitaux périphériques, la méthode donc standardisée et donc on peut pas l'utiliser pour le diagnostic, mais plutôt pour la surveillance d'un patient diabétique. Alors, je commence par je vais faire un cas clinique simple, un monsieur tout le monde qu'on voit tous les jours. Monsieur Ali qui est âgé de 48 ans, il vous consulte pour un bilan glycémique perturbé découvert fortuitement lors d'une consultation en urgence pour colique hépatique en rapport avec une lithiase vésiculaire simple et sa glycémie veineuse, elle a été faite à 2,2 grammes par litre. Alors, quelle serait votre conduite? Est-ce que vous allez commencer un traitement, retenir le diagnostic ou non? Alors, donc on doit rechercher sinon, si oui ou non, il y a des signes cardinaux du diabète. Et là, M. Ali n'a pas de syndrome polydipsique ni d'autres signes cardinaux du diabète. Et donc, on va refaire le bilan glycémique. Alors, pour M. Ali, on a refait le diagnostic, on a demandé la glycémie à jeun qui était à 1,7 g par litre pour voir le niveau de sa glycémie à jeun. On va voir pourquoi c'est très important. Et puis l'hémoglobine A1C à 8,8%. Vous avez ici les bilans qui sont deux bilans qui sont perturbés. Et donc ici, on peut retenir le diagnostic de diabète. En plus, Monsieur Ali, donc, il est un patient obèse avec un BMI à 33. Il a pris 10 kilos en 3 ans depuis qu'il a arrêté son activité sportive. Sa tension était normale à 12,7, son pouls régulier à 74. Il a comme antécédent un tabagisme actif 30 paquets années. Il n'a pas de cardiopathie ischémique, pas d'AVC ni AIT, antécédents familiaux de diabète de type 2 et d'infarctus de myocarde à 62 ans chez son père. Alors, son bilan, le reste de son bilan montre cholestérol à 2,1, triglycérides à 1,8, un HDL bas à 0,3 g par litre et un LDL à 1,44. Bilan rénal montre une clairance normale, donc à 104 ml par minute, avec la formule CKD-EPI. Et je vous rappelle que c'est la formule recommandée maintenant pour calculer la clairance pour les patients, que ce soit diabétiques ou non diabétiques. C'est la CKD-EPI qui est recommandée. Alors, quelle serait votre conduite? Ici, maintenant, Monsieur Ali, j'ai comme consultation avec le bilan. Alors, la première chose, ça serait d'annoncer le diagnostic de diabète parce que le diabète, c'est un tournant pour adapter et avancer dans la vie pour vivre avec le diabète. Ici, la façon dont on va annoncer le diagnostic de diabète, ça diffère. نجم نفجعوا المريض ما عادش يرجع لي نشوفه كان بعد 5 سنين ولا 6 سنين avec des complications ونجم ناخذه بشويه ونفسر له اللي هي c'est une maladie chronique avec une bonne gestion qu'on peut vivre avec, on peut éviter les complications, qu'on est toujours là pour lui et il peut accepter la maladie de façon plus simple et c'est un patient qui va vous suivre dans son suivi au long cours. Donc, la prise en charge de ce diabétique, j'aime beaucoup cette image de les recommandations de l'ADA. En fait, ça repose sur 4 piliers. Alors, le premier pilier de la prise en charge, c'est le contrôle glycémique. Alors, le deuxième, c'est la prise en charge ou l'équilibration d'une éventuelle HTA si elle existe. Le troisième, c'est la prise en charge d'une dyslipidémie. On voit que le docteur Marzouk a fait comme les dyslipidémies. Et puis, le quatrième pilier, vous voyez, c'est mis à part. C'est l'utilisation d'un agent qui a prouvé son cardioprotection et son néphroprotection pour le patient diabétique et on va en revenir. Alors, pour le contrôle glycémique, qu'est-ce qu'on va utiliser? On dispose d'une arsenal thérapeutique très importante. On a beaucoup de traitements à notre disposition. Je vais accélérer pour ne pas être longue. Alors, pour nous, si on va traiter un patient diabétique, tout dépend des objectifs thérapeutiques et pas que pour la glycémie. On a beaucoup d'objectifs thérapeutiques. Le premier, bien sûr, c'est l'objectif glycémique. À votre avis, Monsieur Ali, quel est son objectif? Inférieur à 6%, 7%, 8%, une glycémie à jeun inférieure à 1,3 ou une glycémie prandiale inférieure à 1,4. Inférieure à 7, glycémie à jeun
inférieur 3, inférieur 1, 2, 1,3, glycémie prandiale inférieure à 1,4. On verra. Alors, ici, donc, dans ce schéma, vous avez tous les facteurs à prendre en compte pour la prise en charge d'un patient diabétique. Ça va dépendre de son âge, ça va dépendre de son état de fragilité, des comorbidités associées, notamment cardiovasculaires, des atteintes cardiovasculaires qui m'en a donc. Est-ce qu'il a des troubles cognitifs ou non? Est-ce que c'est un patient qui fait des hypoglycémies ou non? Est-ce que c'est un patient à risque de faire des hypoglycémies qui va y avoir insuffisance rénale ou autre? Les considérations psychosociales de notre patient, les hypoglycémies sévères qui m'a l'espérance de vie qui ma patient, il va avoir une espérance de vie de 10 ans qui m'a une espérance de vie de 40 ans ou de 50 ans, et puis la durée du diabète. Est-ce que c'est un diabète ici? Donc c'est pas notre discussion aujourd'hui puisqu'on parle d'un diabète qui est nouvellement diagnostiqué, mais sachez qu'un diabète qui est plus de 10 ans, qui dure de plus de 10 ans, c'est considéré quand même que c'est un diabète assez ancien. Alors maintenant, si on va les recommandations, pour la majorité, most adults, donc pour la majorité des patients, on va fixer un objectif hémoglobine A1C qui est inférieur à 7%, donc c'est tout à fait normal. Alors par contre, vous voyez avec les recommandations, ils nous disent aussi qu'on peut tenter une hémoglobine glyquée qui est inférieure à 6,5% pour des patients qui sont jeunes, qui n'ont pas de comorbidité et chez qui on a une espérance de vie qui est très importante. On peut tenter quand même une hémoglobine glyquée qui est inférieure à 6,5%. Et c'est la même chose. Les mêmes recommandations, là, c'était les recommandations de la DAS. Ici, c'est les recommandations de la Société française d'endocrinologie. Vous voyez, inférieure à 7% et voire inférieure à 6,5%. Mais là, essentiellement, il faut... Donc là aussi, il insiste sur le fait que, c'est pas grave, sur le fait que si on va tenter un objectif hémoglobine A1C qui est inférieur à 6,5%, ça doit être en utilisant des médicaments qui ne donnent pas des hypoglycémies, et notamment l'hernie. Vous comprenez que les sulfamides d'hypoglycémiants ne sont pas les bienvenus dans ce contexte, ni l'insuline aussi. Alors, pour les patients fragiles, on peut tenter une hémoglobine glyquée plus allégée qui va entre 7 et 8%, notamment pour les patients coronariens chez qui on ne doit pas faire baisser l'hémoglobine glyquée inférieure à 7%. Entre 7 et 7,5%, c'est suffisant. Alors, ce sont les mêmes recommandations, je vais passer, adoptées aussi par le guide tunisien de diabète de type 2 fait avec l'INEA Santé. Alors, si on dit inférieur à 7%, ça sous-entend aussi une préprandiale, donc une glycémie à jeun qui est entre 0,8 et 1,3 g, donc en général, on a la réponse de la préprandiale, et une glycémie postprandiale inférieure à 1,8 g par litre. Alors, un autre objectif aussi, ou un autre paramètre à prendre en compte rapidement, c'est la variabilité intrajournalière. Et là, c'est pour les patients qui disposent de la lecture continue de glucose, donc les appareils qui vont mesurer toute la journée la glycémie. Vous voyez, ici, on a, c'est ce qu'on appelle le time range. Il faut au moins 70% de la journée, il passe entre l'objectif, c'est-à-dire entre 0,7 et 1,8 g par litre. Donc, ça, c'est pour la variabilité glycémique. Pourquoi c'est très important? C'est parce que pour certains patients, vous voyez, ce sont 3 patients, une hémoglobine glyquée à 7%. Vous voyez, les profils, c'est très différent. Le premier patient, il fait des oscillations entre des hyper et des hypoglycémies. Le deuxième, il fait surtout des hyperglycémies. Et le troisième, c'est un patient qui a toujours les glycémies dans l'objectif. Et donc, l'hémoglobine glyquée, ce n'est qu'une moyenne. Alors, l'hernie, bien sûr, notre réponse, c'est une hémoglobine glyquée inférieure à 7% et une glycémie à jeun qui est inférieure à 1,3 g par litre. Alors maintenant, comment on va traiter ce diabète? Alors, le traitement, ça dépend d'un fait essentiel puisque maintenant, l'approche, elle est plutôt centrée sur la cardio et la rénoprotection. Dès qu'on a un patient diabétique, le diagnostic, on doit évaluer son risque cardiovasculaire et son risque rénal parce que ça va différer dans l'initiation des traitements. Et là, ce sont les recommandations de l'ADA. Vous voyez ici, donc Melloul Belkol, vous avez 2 paliers. Donc là, en rouge foncé, le patient qui a un haut risque cardiovasculaire ou rénal, et l'autre,
les patients qui n'ont pas un haut risque ou un facteur de une maladie rénale chronique, voilà, un risque cardiovasculaire, on va en revenir. Alors donc, on va évaluer le risque du patient et pour la Tunisie, bien sûr, maintenant le score adapté, c'est le Globorisc Tunisie, bien qu'il y a d'autres scores pour le diabète qui, pour nous, endocrinos, seront plus adaptés, qui met le score de diabète, etc. Mais pour le moment, on garde le Globorisc et c'est le score adopté aussi par la CNAM pour le remboursement des traitements. Et pour notre patient, si on va calculer son score selon le cholestérol, le tabac, etc., on va trouver un Globorisc à 25%, ce qui va classer le patient à haut risque cardiovasculaire, donc entre 20 et 30%. Et puis, vous pouvez ne pas utiliser sa charte, c'est il y a là je vous ai mis le lien pour l'application Globorisc. Et faites attention d'utiliser l'application là où il y a le diabète. Et femme deux, femme واحدة فيها le diabète ou واحدة ليه. Donc c'est le Globorisc فيها في الآخر laboratoire, je crois. Donc c'est ça. Donc la forme. Donc ça c'est l'application à utiliser. Et donc on a dit que sa clairance était normale. Et puis, on va voir s'il a une protéinurie ou microalbuminurie. On va faire le rapport albumine sur créate sur échantillon. Pour notre patient, c'est 10 mg par gramme. Maintenant, le rapport, il est plus recommandé pour éviter les fautes de recueil des urines. Et donc, vous voyez ici que le patient n'a pas de maladie rénale chronique, mais il est à haut risque cardiovasculaire. Donc, nous sommes dans ce palier. Alors, ça prédit quoi? Alors, maintenant, j'ai évalué le risque cardiovasculaire et l'atteinte rénale et mon patient, il est à haut risque cardiovasculaire. Alors, vous voyez ici, lorsque le patient, là, donc, la première rubrique, lorsqu'on est à haut risque cardiovasculaire, qu'est-ce qu'on va faire? À haut risque, quoi, elle a très haut risque, quoi, elle a un patient qui a fait déjà un accident vasculaire avéré, c'est-à-dire que ce soit un infarctus de myocarde, que ce soit un AVC, un AIT ou une artérite des membres inférieurs, tel que soit le site de l'athérosclérose documenté. Donc c'est un patient à très haut risque cardiovasculaire. Et là, on va privilégier un agent qui a prouvé son efficacité sur la protection cardiovasculaire. Qui en la protection cardiovasculaire pour les agents diabétiques, نحكيو عليه analogue GLP-1 في تونس عندنا كاين لا liraglutide اللي هي الفيكتوزا, ça coûte aux alentours de 360 dinars, c'est des injections journalières et c'est pas remboursé. Sinon, femme l'Ozempic, donc la semaglutide, et j'ai beau faire à beaucoup de patients de l'étranger, ça se donne une fois par semaine. Et puis, notre avantage des analogues GLP-1, c'est que aussi ça fait perdre du poids. Maintenant, c'est où notre patient, il est obèse aussi, ça va améliorer son profil métabolique. Alors maintenant, si notre patient ne peut pas avoir des analogues de la GLP-1, qu'est-ce qu'on va prescrire? On va prescrire un inhibiteur de la SGLT2, donc les glyphlosines. Plutôt, on a la dapagliflozine, c'est la première à être remboursée, puis l'empagliflozine. Alors, les inhibiteurs de la SGLT2 sont remboursés par la CNAM pour ces indications avec donc sur demande, donc par accord préalable, et le traitement ça compte aux alentours de 50 dinars par mois. Et puis maintenant les autres éventualités, c'est lorsque le patient présente une insuffisance cardiaque, et là ça va de soi, je vais privilégier un inhibiteur de la SGLT2 puisque c'est un traitement de l'insuffisance cardiaque même en dehors du diabète. Et la troisième situation, c'est lorsqu'on a une maladie rénale chronique, c'est-à-dire patient a une insuffisance rénale inférieure à 60 la clairance et ou une microalbuminurie qui est positive. Et là, je vais donner de préférence à l'inhibiteur de la SGLT2. Si il y a une contre-indication aux inhibiteurs de la SGLT2, on peut prescrire aussi un analogue de la GLP-1, ce qui n'est pas aussi donné pour nos patients tunisiens. Donc, vous voyez, il y a 3 conditions là où le traitement, ça dépend de l'atteinte cardiovasculaire et rénale du patient plutôt que du niveau de la glycémie. Alors, le niveau de la glycémie, ça compte aussi, c'est parce que parfois on a besoin d'associer. Et là, il faut avoir l'hémoglobine A1C qui m'a rappelé comme un bécri et la glycémie à jeun. C'est parce que c'est très important pour décider est-ce qu'on va associer d'emblée ou non. Alors ça, ce sont les recommandations américaines. Alors, qu'en est-il pour les recommandations tunisiennes? Sachez que pour les recommandations américaines,
ما يحطوش la metformine d'emblée avec les inhibiteurs SGLT2 pour les recommandations tunisiennes. D'ailleurs, les recommandations françaises, c'est la même chose. On associe, tel que soit le taux d'hémoglobine A1C, la metformine avec un analogue GLP-1 ou un inhibiteur de la SGLT2. Il n'y a pas de risque puisque ce sont deux médicaments qui ne donnent pas des hypoglycémies. Alors, l'autre éventualité, c'est lorsque le patient n'a pas de risque cardiovasculaire élevé, n'a pas d'atteinte cardiovasculaire, n'a pas d'insuffisance cardiaque, il n'a pas de maladie rénale chronique. Et là, l'objectif glycémique interne, ça diffère. Est-ce que nous sommes dans un objectif de perte de poids ou un autre objectif, c'est juste l'équilibration de la glycémie. Si on est dans un objectif de perte de poids et si le patient, se le permet, on va prescrire un analogue de la GLP-1. C'est très efficace. Ce sont les traitements qui ont la même dans le traitement des obésités, même en dehors du diabète, mais avec des doses plus importantes que celles préconisées pour le diabétique. Sinon, on peut donner aussi un inhibiteur de la SGLT2. Les inhibiteurs de la SGLT2, il y a une perte de poids qui est certes modérée, moche qui m'a les analogues GLP-1, mais un effet sur la perte de poids, essentiellement par des pertes énergétiques. Ils vont faire éliminer du glucose par les urines et donc il y a une perte énergétique qui va réduire le poids des patients diabétiques. Sinon, bien sûr, on va voir est-ce que le patient il est à haut risque d'hypoglycémie, qui est un patient par exemple une insuffisance cardiaque ou insuffisance cardiaque de préférence analogue GLP-1 inhibiteur de GLT2 qui m'a bien sûr l'insuffisance rénale kif, mais par exemple un patient qui a une insuffisance hépatocellulaire, là par exemple il y a un risque important d'hypoglycémie. Alors je peux donner un traitement qui ne va pas donner d'hypoglycémie. Bien sûr, ça serait ici soit de l'insuline qui est safe pour le foie, soit aussi dans un niveau d'insuffisance hépatocellulaire, on peut donner des inhibiteurs de la DPP4, les HOMA. Surtout, l'année, bien sûr, on va pas donner de la vildagliptine, on va donner surtout la sitagliptine ou l'inagliptine. Alors, ça c'est les recommandations tunisiennes. Comme ça rejoint la même chose à peu près, sauf qu'on associe systématiquement la metformine. Et puis kiff, donc c'est la même chose que les recommandations américaines. Vous voyez dans l'autre partie, c'est l'association au nom d'un autre agent thérapeutique selon la glycémie. Et maintenant, ce qui est recommandé, c'est si l'hémoglobine A1C dépasse la cible, مثلا المريض يحاجتي الcible نتاعو 7%, هو عنده 8,8%. Je vais faire une association d'emblée. إذا كان المريض عنده une hémoglobine glyquée qui est أقل من 1,5% من l'objectif, مثلا le patient نتاعي عنده hémoglobine glyquée 7,8%, je peux donner une seule thérapeutique, donc une monothérapie. Ou là, bien sûr, si l'indication est là pour la protection rénale et cardiovasculaire, qui m'a dit on commence metformine et agent cardio ou néphroprotecteur. Alors maintenant, وقتاش نبداو بالinsulinothérapie d'emblée chez un diabétique nouvellement diagnostiqué. Alors lorsqu'il est bien sûr, ça va de soi en décompensation aiguë, donc génie-encétose diabétique ou en hyperosmolaire ou donc acidose lactique ou autre, donc les décompensations aiguës du diabète. Ou si la glycémie elle est supérieure à 3 grammes à jeun, c'est très important aussi de voir la glycémie à jeun qui est أكثر من 3 grammes. Je vais commencer par insulinothérapie d'emblée. Ou إذا كان l'hémoglobine A1C elle est supérieure à 10%, là aussi je dois commencer par insulinothérapie d'emblée avec au nom bien sûr des ADO. Toujours on peut associer la metformine chez un diabétique de type 2 surtout ou autre, donc notamment إذا كان باش نستعملوا l'insuline, on va utiliser un autre agent qui ne donne pas d'hypoglycémie, notamment les inhibiteurs à GLT2, les décompensations aiguës, non, Rodobena, mais surtout les inhibiteurs de la DPP4, surtout, et la metformine en association à l'insuline. Alors, les inhibiteurs SGLT2 qui ont beaucoup d'effets, ils vont aussi, au-delà du contrôle glycémique, ils vont perdre du poids, ils vont améliorer les données cardiovasculaires, rénales, etc. Et donc, c'est un traitement qui est à privilégier chez les patients diabétiques à haut risque. Alors, je vais passer rapidement, qui m'apprend les autres piliers de prise en charge. L'HTA, je ne vais pas ici parler de l'HTA, bien sûr,
de long en large l'HTF et d'autres manifestations. Sachez que seulement chez les diabétiques, il est préférable d'éviter les diurétiques, à la khatre, ils peuvent déséquilibrer le diabète. Donc, pour l'endocrino, on préfère plutôt associer inhibiteurs calciques aux IEC ou aux ARA2. Et puis, donc, l'hernie pour notre patiente, sa tension, elle est normale. Donc, je ne vais pas donner un antihypertenseur. Ça reste les lipides maintenant. Et là, c'est le risque cardiovasculaire. Alors, mon patient a un LDL cholestérol, je vous rappelle, qui est à 1,44 grammes par litre pour un objectif قديش. C'est un patient 0,7, voilà. Donc, c'est un patient à haut risque cardiovasculaire. Donc, mon objectif LDL cholestérol, il est à 0,7. Donc, je dois faire baisser. من 1,44 chez 0,7, la moitié, 50% de LDL cholestérol. Et je vais, تحت 0,7, ce qui, généralement, nécessite la prescription de statine. Et là, d'emblée ما نخافوش نكتبوا une statine à forte dose باش نجموا نوصلوا للكوليسترول نتاعنا donc souhaité, et puis on peut adapter selon l'évolution. Alors, un petit mot sur les règles hygiéno-diététiques. Malheureusement, on n'a pas le temps, j'ai déjà dépassé le temps. Il faut lutter contre la sédentarité, la promotion de l'activité physique et de l'activité physique qui soit adaptée aux patients. Un patient, on m'a dit, arthrose, ou un patient qui a une cardiopathie, pour voir avec son médecin, évaluer l'état cardiaque systématique, est-ce qu'il a une rétinopathie pré-proliférante sévère ou la proliférante qui contre-indique l'activité physique. Donc ça, c'est très important à évaluer chez un patient avant de recommander une activité physique. L'amélioration de la qualité et de l'équilibre alimentaire, contrôler l'apport énergétique. Généralement, on recommande un régime hypocalorique, hypoglycidique et hypolipidique chez un patient diabétique. Choisir la qualité des lipides, on va favoriser les lipides polyinsaturés et monoinsaturés, éviter les acides gras saturés, les viandes, surtout rouges, le beurre, le lait, les fromages, etc., ou les acides gras trans et les aliments transformés, qui les Nutella, les crèmes à tartiner, ou la margarine, etc. Donc, ou le croissant, ou le pain au chocolat, donc, des graisses transformées carrément. La consommation, donc les graisses trans, ça doit être consommé à moins de 1% de la ration lipidique. Et puis, augmenter l'apport en fibres, qui m'a rappelé comme Beklik, Dr. Ben Athmine, à 25 à 30 grammes par jour. Réduire l'apport en sel. Alors, l'apport en sel conseillé, c'est 5 grammes de sel de cuisine. Qui ont 5 grammes de sel de cuisine. Et les une cuillère à café par jour de sel de cuisine. Et ça correspond à 2 grammes de NaCl. Il faut accompagner le patient dans la réduction de consommation de poissons alcoolisés s'il y en a. Favoriser la consommation d'aliments traditionnels peu ou non transformés. Donc, il faut favoriser notre régime méditerranéen, surtout notre alimentation traditionnelle, et puis dépister et prévenir. Dépister et prévenir la dénutrition chez les sujets âgés et les personnes à risque. La réduction alimentaire, la réduction protéique, ça peut donner une dénutrition, une sarcopénie chez ces patients, et l'apport protéique chez ces patients. Alors, un petit mot, après, si le patient, il faut faire le suivi régulier. Donc, il faut conseiller l'autosurveillance surtout. C'est très important qu'un patient diabétique doit avoir au moins un glycomètre, bien des cycles glycémiques, qui est malheureusement chauffe. Bon, en ville, les rendez-vous sont proches, mais aux hôpitaux, les rendez-vous sont très loin. Donc, au moins, le patient doit avoir son glycomètre pour voir donc le niveau de l'équilibre glycémique comme tel. Et puis, s'il n'est pas équilibré, alors, n'hésitez pas à ajouter un autre agent hypoglycémique. Toujours, je dois dire à chaque consultation, on doit réévaluer le risque cardiovasculaire et rénal du patient. مش عملناها مرة الأولى ننساوها. في كل consultation, نعاودوا نعملوا la réévaluation du risque. إذا كان لازم باش ندخلوا bien sûr un inhibiteur HGLT2. Sinon, on peut donner selon les cas qui marquent un inhibiteur de la DPP4 ou autre, bien sûr. Alors, j'insiste, donc c'est ma dernière plaque. Et la prise en charge donc d'un patient diabétique doit être globale, optimalisée et personnalisée. On insiste surtout sur l'éducation, باش نقولوا له ordonnance. Malheureusement, c'est ce qu'on fait avec la charge à la consultation. Mais c'est très important pour prendre le temps, au moins
quelques minutes pour expliquer au patient ses conduites, son ordonnance, la modalité de prise médicamenteuse. Ça, on a oublié de lui dire une chose simple, par exemple, de prendre la metformine après le repas, ou elle prendre les insulinosécrétagogues avant le repas. Et je dis comme بعد تتفاجئ انت à la consultation جايه اللي انت ما قلتلوش en fait ياخذها بعد ولا قبل le repas. C'est un défaut. Il n'y a pas de problème. On est surchargé, surbooké à la consultation. Parfois on oublie, mais il faut faire l'effort de ne pas oublier de faire l'éducation thérapeutique pour nos patients et de les accompagner dans leur combat avec le diabète tout au long pour vivre le plus en sécurité avec leur pathologie. Et merci pour votre attention. Merci, Dr Dabébé, pour cette excellente présentation. En fait, le diabète, c'est toujours un problème de santé publique. Par exemple, en cardiologie, c'est le pire des facteurs de risque cardiovasculaire. Pour nous, on le voit même sur les coronarographies de nos patients. Le patient diabétique, ses coronaires sont grêles, elles sont souvent calcifiées. Il y a un risque de complications plus important que les autres patients, particulier risque de thrombose, de stent, risque de sténose, etc. D'où l'importance d'une prise en charge surtout précoce, donc, et puis personnalisée aux patients. Avant de laisser la parole à l'audience, j'ai une question pour le Dr Dabé. Pour les ISGLT2, en cardiologie, on n'a pas de préférence d'apagliflozine ou bien empagliflozine. Est-ce que vous avez des préférences spécifiquement pour le patient diabétique? Alors, pour ce qui est de la cardioprotection, de la néphroprotection, on n'a pas de préférence. Les deux molécules ont montré leurs bénéfices. Pour ce qui est de l'effet sur la glycémie, en fait, par exemple, ça nous intéresse l'effet hypoglycémien. Alors, sachez une chose, déjà que un patient en insuffisance rénale avec une clairance qui va baisser au-dessous de 45 millilitres par minute, l'effet hypoglycémien des inhibiteurs de la SGLT2, il n'existe plus. C'est purement un effet cardio et rénoprotecteur. Alors, par contre, pour l'effet sur la glycémie, à 10 mg, que ce soit AMPA ou la DAPA, c'est la même chose. Mais si on a besoin d'un effet encore plus élevé sur la glycémie, on préfère passer à l'AMPA 25 mg si le patient n'est pas équilibré avec 10 mg pour l'une ou l'autre des molécules. D'accord. Alors, juste pour nos collègues de première ligne, sachez qu'on prescrit les ISGLT2 même chez les non-diabétiques. Donc, pour nous, la principale indication, c'est les insuffisances cardiaques, que ce soit fraction d'éjection préservée ou bien altérée. C'est pour dire qu'ils n'ont pas vraiment d'effet hypoglycémiant. Donc, chez les non-diabétiques, on les prescrit. Oui, voilà. Tout à fait. C'est une molécule qui a une action qui est indépendante de l'insuline. Donc, c'est un effet glucosurique. Et ça me rappelle aussi d'insister, donc je vais prendre une minute de votre temps, d'insister sur des choses très importantes. La première chose, c'est que l'effet glucosurique, ça va favoriser les infections urinaires et génitales. Et donc, il faut savoir éduquer les patients aux inhibiteurs de la SGLT2, surtout les femmes pour les infections génitales, etc. Sachez aussi qu'une infection urinaire, ça n'impose pas l'arrêt du traitement, on peut la traiter et puis s'il y a une résistance, on peut arrêter. Et une chose très très importante, je m'adresse aussi à tout le monde en fait, mais surtout en première ligne, aux urgences. Là où les patients sont des inhibiteurs de la SGLT2, ils peuvent faire de l'acidocétose euglycémique. Donc, de la glycémie normale, une acidocétose. Malheureusement, on peut même pas la détecter, ça rate par les bandelettes, c'est l'acide butyrique, désoxybutyrique qui est élevé. Et donc, pensez s'il y a des symptômes d'une décompensation acidocétosique, une dyspnée ou autre, à demander directement une cytonémie, demander une gazométrie pour ces patients pour s'assurer, pour ne pas passer à côté d'une acidocétose euglycémique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Mariam. جاني انا في اليورجونس ساعات وي سيدي عبد القادر ومعناها تقول لك مانيش هيبرتوندو ما يعطيوني معناها ان كومبريمي. C'est pour la néphroprotection ou la cardioprotection, ça dépend du terrain du patient. Alors la néphroprotection, oui. Donc d'ailleurs, les recommandations, c'est IEC ou ARA2 à dose maximale tolérée et inhibiteur SGLT2. Bon.
ما نعرفش تبدلت الريكومونداسيون اللي جات ليغو في بالي بوي انيبيتور HGLT2 ما هما لي كارديو les néphros sur le plan pratique يعطيو d'emblée inhibiteur HGLT2 avec IEC ou ARA2 c'est pour la néphroprotection même si le patient il est normotendu. معناها systématique. Les mots systématiques s'il a une néphropathie voilà. s'il a une néphropathie s'il a une microalbuminurie positive donc supérieure à 30. Donc, on doit donner comme traitement néphroprotecteur pour le patient diabétique. Ouais, et là aussi, pour la cardioprotection, parfois, donc, docteur Bassaoudi, je vais vous pour cette indication. S'il est diabétique et coronarien, il va être, s'il a fait un événement coronaire, on prescrit systématiquement les IEC, post-syndrome coronarien aigu, également les insuffisants cardiaques. Ça, il n'a pas de dysfonction VG, mais c'est de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. On prescrit les IEC ou bien les ARA2 systématiquement. Ça, c'est pour le cardiovasculaire. Et on fait systématiquement, bien sûr, comme l'a dit, la microalbuminurie pour, si jamais positif, on doit mettre pour la néphroprotection. Et ça négative vraiment, c'est prouvé même sur nos patients, oui. Ça négative la microalbuminurie, oui. IEC ou ARA2. D'accord, merci. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est un patient qui présente une hémoglobine glyquée à 10%, on traite d'emblée par l'insuline. Parfois, on a des patients qui présentent une hémoglobine glyquée à 10% et même à 11%, et on traite par les antidiabétiques oraux et on atteint l'objectif. هو ديما le patient, هو ديما le Tunisien, ça sort de l'ordinaire. On a vu des patients avec 12% ou 13% d'hémoglobine glyquée, وسو ميتفورمين ورجل ايجينوديتيتيك هبطت الهيموغلوبين جليكيم تاعهم à 7%. مي سي با توجور فري. معناها باش نخلي روحنا في الريسك اسكو سافا مارشي ولا لا. معناها لي باسيون هذوما ميم سي اون فا هو ديما يقول لك اللي lorsqu'on تفورم الاول on va préserver le capital bêta restant. اش معناها اني الباسيون تاعي كان عنده un capital de cellules bêta qui encore fonctionne. تعرفوا في الdiabète de type 2 c'est un déclin qui est progressif مش كيما في الdiabète de type 2. Donc je vais préserver ce capital bêta existant et même je vais avoir une récupération d'une certaine fonction bêta cellulaire إذا كان نرتح le pancréas en donnant de l'insuline. هذاك علاش de préférence donner de l'insuline. En plus les patients احنا généralement نعطيهم les traitements ونسيبوهم dans la nature حتى يرجع لك après 3 mois ولا 4 ولا 5 mois. Donc لهنا vous n'êtes pas certain اللي les ADO vont faire leurs affaires. هذاك علاش في الريكومونداسيون يقول لك plus que 10% généralement c'est l'insulinothérapie. Mais parfois c'est pour un problème de place, c'est un problème de faisabilité. On peut donner des ADO, mais surtout des associations. Voilà. Madame, j'ai 2 questions. La première question, qu'est-ce que vous pensez de la phytothérapie comme traitement complémentaire? Deuxième question, qu'est-ce que vous pensez de la prescription du magnésium pour les patients prédiabétiques? Oui. Alors, pour la première question, les phytothérapies. Alors, je dis bien la phytothérapie et pas les compléments alimentaires. Hein, la phytothérapie. Alors, il y a des plantes médicinales qui ont prouvé leur efficacité tout au long avec nos ancêtres, etc. Il y a des plantes qui font baisser parfois la glycémie, etc. Je ne peux pas dire, je n'ai prescrit certainement pas la phytothérapie chez mes patients diabétiques. Mais يسألوني يقول لي اسكو نستعمل الحلبة اسكو نستعمل ورق الزيتون اسكو نستعمل ما نعرف شنو. نقول لهم du moment que c'est une plante qu'on a l'habitude d'utiliser معناها نستعملوا فيها في يوماتنا العادية. Il n'y a pas de risque على خاطر ساعات فما دي بلانت ما نعرفوش عليهم منين جايبينهم ما نعرفوش وشفنا راهو دي réactions vasculaires des vascularites allergiques à certaines plantes اللي هما ما نعرفوهمش شنو. Allez-y, vous pouvez tester mais sans exagérer et sans arrêter votre traitement. L'essentiel على خاطر احنا فما شكون il arrête. خاطر ما جاتنا une patiente نتذكر j'étais une résidente et elle prend un composé اسمه sugar وقتها ولدها جابوه لها من مصر فيه des plantes. Elle a arrêté son insuline, donc du coup, elle a fait une décompensation acidocétosique grave et secondo, elle a fait une vascularite immunoallergique à ces produits. Donc les deux, donc c'était vraiment très grave. Et donc il faut surtout éviter d'arrêter surtout les traitements et prescrire حتى كان حب يستعمل المريض يستعمل une plante qu'on a l'habitude d'utiliser par nos ancêtres voilà احنا dans notre vie courante. Alors la deuxième question, c'est à propos de le magnésium. Alors, oui, le magnésium,
C'est très bénéfique. Alors, le magnésium, à la khater, même si on dose le magnésium, on a un magnésium normal, ça n'élimine pas un déficit en magnésium. Donc, c'est-à-dire que ça a été démontré, l'association, si on a une hypomagnésémie, etc., il y a un effet sur le diabète, sur l'insulinórésistance, sur les patients qui ont un prédiabète et surtout sur le développement des complications, notamment la neuropathie diabétique. Et là, le magnésium, oui, je peux donner parfois pour des patients, surtout qui se plaignent de paresthésie, qui se plaignent d'une fatigabilité non expliquée. D'ailleurs, le magnésium et la vitamine D, mais la vitamine D, c'est surtout, je le fais avec des dosages, bien sûr. Mais je fais pas systématiquement, sincèrement, pour le prédiabète, une prescription de magnésium. Mais je pense qu'il n'y aura pas un problème à prescrire une dose thérapeutique, voilà, une dose convenable de magnésium pour les prédiabétiques. دكتور دبابي بالله il faut couper court avec la phytothérapie بالنسبه للديابيتيك وبالنسبه للميديكاسيون اللي قاعدين في حافوز انت خرجت ابارامون الميديكامون يعطيوا لي كورتيكويد ما عرفتش انا il faut être ferme avec ça معناها العباد تولي تستغل الحكايه فما دي ديابيتيك يبطلوا دواء وياخذوا في ورق الزيتون ما ادريش معناه معناها سي وبعد يجي ce qui a passé à Hafouz, c'est autre chose. Alors on a, c'est tard, mais une petite parenthèse. On a une patiente hospitalisée avec une insuffisance corticotrope. Elle a fait une insuffisance rénalienne aiguë. C'est parce que elle a pris, soi-disant, un complément alimentaire qui fait grossir. Elle a pris, c'est une femme en périphérie, une page Facebook, et c'était de la dexaméthasone importée maintenant. Et c'est pas nouveau ça, جاتني مرة une infirmière في سبيطارنا هي وجماعة أصحابها ياخذوا فيه ولا في une insuffisance rénalienne باش يسمنوا يشريوا فيه من les épiceries يجيبوا فيه من الهند. J'ai fait une réclamation à la direction régionale, malheureusement مش كاين في قروين راهو سي بارتو ان تونيزي ياخذوا فيه. يعني مره المسيو جايب لي قال لي سكرتير من اللي تخدم معنا قالت تريتمون باهي هذا الراجل يولي يحب يسمن سيتي ولا ديكساميثازون كيف donc c'est très très grave, c'est ce qui se passe خاطر les corticoïdes c'est en vente donc sur ordonnance sur les pharmacies, c'est très grave. Et puis ils prennent des doses énormes, راهو يوصلوا ياخذوا ب 50 ملغ ou ياخذوا ب 5 comprimés de comprimés à 8 mg patient خذت pendant 3 mois. Elle a eu un syndrome de Cushing exogène avec une insuffisance corticotrope, une prise de poids de 35 kilos. Oui, ça c'est très grave, il faut faire attention. Oui, c'est Mohamed. Ça, pour commencer, juste une habitude qui existe à ce jour. Chaque fois qu'on voit une plante, qu'on vous ramène une plante, qu'on dit qu'elle est peut-être médicinale, on fait un collecte, on l'adresse à la faculté de pharmacie pour analyse. Il y a un service spécialisé, et c'est comme ça qu'on découvre beaucoup de molécules. Hein. Oui. Il y a des molécules, qui sont des licences, des brevets vendus à partir de molécules de plantes trouvées à Osleté. J'en connais, je ne vais pas citer. Donc il ne faut pas négliger. Donc on croit qu'on est malade, mais on teste. Oui. Il y a une vision scientifique, il y a un service spécialisé à la pharmacie, à la faculté de pharmacie. Donc on prend vous demandez de malade de vous ramener des plantes. Moi-même, je l'ai fait à plusieurs reprises. Vous prenez des échantillons, vous les adressez à la faculté. Il y a un service qui ne fait que ça. D'accord. Merci. Merci.